Bonsoir, nous sommes le mercredi 6 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, commençons avec les titres de cette édition. Les soldes débutent aujourd'hui, une première journée et déjà des fortes démarques pour compenser des ventes en berne ces derniers mois et écouler les stocks importants des commerçants. Mercredi 6 janvier, la date traditionnelle pour tirer les rois. Pas d'épiphanie sans galette, bien évidemment. Les boulangers se préparent pour ce premier rendez-vous gourmand de l'année. Et enfin, le logement dans les Yvelines et ses territoires. Quelles sont les nouvelles dynamiques et politiques mises en place pour 2016 ? Caroline Tambag-Maop, directrice de l'ADIL 78, répond à nos questions et nous parle du guide du logement pour aider les particuliers. Et les vœux présentés par les maires à leurs administrés continuent. Hier soir, c'était François Deligné, maire de Guyancourt, qui s'adressait aux habitants de sa commune. Une soirée pour dresser le bilan de l'année 2015. À l'image de Bertrand Houillon, maire socialiste de Magny-les-Hameaux lundi soir, François Deligné s'est lui aussi montré incisif envers la nouvelle communauté d'agglomération, passée de 7 à 12 communes le 1er janvier. Il était hier soir au micro de Mélanie Poquet. Au moment de l'élargissement, il y a une grande crainte, c'est celle de la confiscation de l'intercommunalité. Quand le président annonce que les vice-présidents et les conseillers communautaires seront seulement issus des villes de droite, c'est une confiscation. Tout d'abord, l'intercommunalité doit concerner l'ensemble des communes. Je ne vois pas pourquoi 4 communes seraient mises à l'écart et pourquoi les maires qui représentent leurs habitants n'auraient plus voix au chapitre. À partir du moment où on n'a plus aucune possibilité d'agir, ça veut dire que nos communes sont écartées. 2015 nous en avait donné les prémices. Rappelez-vous les débats à l'époque sur la culture. Et puis nous en parlions hier, Benoît Hamon doit quitter son poste de conseiller municipal de Trappes en raison du non-cumul des mandats après son élection au conseil régional. Il ne siégera pas non plus à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, ce qui ne l'empêche pas de juger sévèrement les choix de la majorité, tout comme François Deligné que l'on vient d'entendre. Écoutez donc à présent le numéro 2 du PS dans le département. On n'a jamais vu qu'on excluait comme ça les maires des villes des exécutifs. C'est quand même, ça va être l'anomalie saint-quentinoise. Et donc ça veut dire que 4 villes, et pas les moins peuplées, ne seront pas représentées dans l'exécutif d'une agglomération. On ne parle pas d'une ville, d'une agglomération. Et c'est totalement contraire à l'esprit de la loi. Alors c'est permis par la loi, mais l'esprit de la loi, c'est pas ça. Et le lancement des soldes d'hiver a été donné ce matin jusqu'au 16 février. Les commerçants s'apprêtent à réaliser un maximum de ventes pour pallier les mauvais chiffres d'affaires des derniers mois dus aux attentats, mais aussi au climat très doux. Au centre commercial de Parly 2, au Chesnay, certains commerçants n'hésitent pas à casser les prix dès le début de la première démarque. William L. et Meryl Loisel étaient présents dès l'ouverture des magasins. Regardez. 30, 40 et parfois même 60% pour cette première journée de solde. Certaines enseignes affichent déjà des prix que l'on retrouve habituellement en deuxième ou troisième des marques. Comparé à l'année précédente, les ventes d'articles de vêtements d'hiver ont chuté sur ces 2 derniers mois, conséquence d'une météo trop douce. D'habitude, sur les produits démarqués, on commence avec 20%. Cette année, on n'a absolument rien à 20%, mais on commence à 30%. Et ça monte sur des pièces à manches jusqu'à, je vous dis, 60%. Dès l'entrée des soldes, c'est jamais arrivé. Le climat, mais aussi les attentats du 13 novembre ont freiné les clients jusqu'à mi-décembre. Dans ce grand centre commercial du Chesnay, où le directeur attend 40% de fréquentation supplémentaire par rapport à une journée classique, la sécurité a elle aussi été renforcée. Nous avons donc renforcé les points stratégiques et les contrôles aux entrées avec un nombre supplémentaire d'agents. Nous effectuons des fouilles, des inspections visuelles des effets personnels des clients et nous sommes en relation avec les autorités compétentes pour ce dispositif du plan Vigipirate. Des stocks complets, des articles bradés avec beaucoup plus de taille disponible qu'à l'habitude. Les soldes, c'est surtout le moment des bonnes affaires. Je viens très souvent au centre commercial. Le premier jour des soldes ? Le premier jour des soldes et le dernier, c'est dans mes habitudes. Là, on fait notre petit tour. Pour l'instant, on a fait juste un achat. Je n'ai pas d'objectif précis. C'est le coup de cœur, on va dire. Flairer les bons plans pour les clients, mais aussi pour les grandes enseignes plus onéreuses, c'est l'occasion de voir de nouveaux clients comme cette boutique de prêt-à-porter pour hommes. C'est ce qui se passe en général au niveau des soldes. Les gens nous découvrent aussi à ce moment-là. Ce ne sont pas les gens qu'on voit spécialement l'année, qui ne consomment pas spécialement, qui ne nous connaissent pas, je me répète, et qui nous découvrent à ce moment-là.
De bonnes affaires pour tout le monde. D'après un sondage de la LSA, 75% des consommateurs ont l'intention de faire les soldes avec un budget moyen de 215 € par personne, une baisse de 5% par rapport à l'année précédente. Et à l'espace Saint-Quentin, les soldes ont débuté timidement ce matin à l'ouverture du centre à 8h30, mais l'affluence s'est accélérée et à 14h, la majorité des commerçants étaient sur leurs objectifs de vente. Le centre commercial espère faire mieux sur cette campagne 2016 que l'année dernière. Les soldes avaient été très impactés par les attentats de janvier. Les précisions du directeur du centre au micro de Fanny Bourdillon. L'année dernière, forcément, avec ce qui s'était passé au mois de janvier de l'année dernière, la fréquentation a été compliquée sur la première semaine de soldes. Ça a été difficile pour que ça se remette dans le bain, contrairement à cette année au mois de novembre. Aujourd'hui, le client attend toujours de faire des bonnes affaires et vient dans les magasins, comme on a pu le voir sur la période de Noël ou de fin d'année, où les clients étaient présents pour ce rendez-vous. Ça reste des rendez-vous importants de rencontres entre le commerçant et le client. Et c'est également un incontournable de ce début d'année, la traditionnelle galette des rois. Les boulangeries s'organisent pour satisfaire les gourmands. La maison de l'Angle à Versailles prévoit d'en vendre une 50aine par jour pendant tout le mois de janvier et revisite un peu la recette habituelle. William L. et Meryl Loisel pour ce reportage. Après Noël et sa bûche, place à l'épiphanie et sa galette des rois. Un moment important pour les gourmands et surtout pour les artisans boulangers afin de bien débuter l'année. À Versailles, cette boulangerie se prépare à vendre environ 800 galettes sur le mois à venir. C'est une période de fête comme Pâques, comme Noël. C'est des périodes fortes qui nous permettent de faire un chiffre d'affaires un peu plus important qu'une journée classique. Quasiment tous nos clients achètent une galette, au moins une pendant tout le mois de janvier. Une organisation sans faille est nécessaire pour les fabriquer et les cuire rapidement. Le feuilletage a besoin de temps et de repos. Différentes variétés sont ainsi proposées, un moyen de ravir les papilles du plus grand nombre. Nous, on fait la galette frangipane, la classique, la galette aux pommes, la galette sèche et la galette bordelaise, donc aux fruits confits, donc qui est plus une tradition du Sud. La galette se décline pour tous les goûts, parfois très originaux. C'est le cas de la galette bordelaise, faite de pâte briochée, agrémentée de fruits confits, de noisettes et de pralines. Mais la grande favorite reste la frangipane. Frangipane, c'est ce qu'il y a de meilleur. Galette frangipane, toute simple. La vraie galette, c'est normalement avec de la frangipane. C'est traditionnel. Une occasion également de tirer les rois et les reines. La fève est une tradition qui, elle, ne change pas. Selon le site Agromédia, ce sont près de 30 millions de galettes que les Français dégustent chaque année. Et nous recevons ce soir en plateau Caroline Tamagmaob, directrice de l'ADIL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Agence départementale d'information sur le logement dans les Yvelines. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu les missions de l'ADIL qui ne sont pas forcément connues de tous? Exactement. L'ADIL, c'est une jeune structure associative qui a le format de la loi 1901, qui a été créée à l'initiative du département des Yvelines et de l'État avec pour objectif de renseigner les particuliers yvelinois sur toutes leurs problématiques d'accès et de maintien en logement. Donc c'est une équipe de 10 juristes qui intervient sur le siège de Versailles et 19 permanences dans le département. Alors justement, vous venez de sortir donc un document qui s'intitule « Portrait du logement yvelinois et de ce territoire en 2016 ». Alors je l'ai ici, voilà, c'est consultable par tout le monde. Quelles sont un peu les grandes tendances pour 2016 justement dans le logement dans les Yvelines? Alors, ce portrait du logement dans les Yvelines et ses territoires, parce que c'est la précision effectivement cette année, a pour objectif de donner à tout un chacun un certain nombre d'informations sur le parc de logements, sur le nombre de logements locatifs sociaux, sa localisation, sur la construction des logements. Alors, donner une grande tendance, c'est effectivement un peu difficile avec un département aussi important que le nôtre, d'autant plus qu'on a des spécificités par territoire qui se dessinent, mais on peut dire effectivement que le département des Yvelines est un département extrêmement attractif du point de vue du logement, aussi bien parce qu'il en produit que parce qu'il est très demandé par les locataires comme par les propriétaires. Et par exemple sur le territoire plus précisément de Saint-Quentin en Yvelines, qui concentre quand même beaucoup d'habitations, quelles sont un petit peu les spécificités? Est-ce qu'il y a plus de locataires, plus de propriétaires? Alors, sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, si on prend la configuration depuis le 1er janvier 2016, c'est un territoire très important puisqu'il est composé aujourd'hui de 230 000 habitants. C'est le 3e pôle d'emploi quand même quasiment en Île-de-France après Paris et la Défense. Et donc, c'est un territoire qui est jeune. Et donc, les constructions qui sont produites sur le logement ont été jeunes, sont suffisamment nombreuses pour répondre à la demande des ménages, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a une réelle politique, il y a une dynamique qui a été mise en
en place depuis de nombreuses années sur ce territoire qui permet à tout un panel de personnes de pouvoir trouver de la location dans le parc privé, dans le parc social, mais aussi en accession à la propriété. C'est un territoire qui est très intéressant à analyser par rapport aux autres. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est facile d'accéder, par exemple, à la propriété lorsqu'on est Yvelinois, peut-être plus qu'ailleurs ou pas forcément ? Alors, on peut accéder à la propriété quand on est Yvelinois. L'offre, elle est présente, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. La seule problématique qui peut se poser, ce sont les prix d'accès à ces logements. Effectivement, on est dans un territoire attractif où on a des prix au mètre carré qui s'envolent sur certaines villes et sur certaines communes. Donc, ça nécessite de la part des ménages un revenu plutôt relativement dans le nord des Yvelines élevé. Tout à fait. Donc, que ce soit aussi dans la zone rurale comme dans la zone urbaine, on a vraiment un département qui, de ce point de vue-là, est homogène. Après, vous avez des territoires qui ont des prix qui sont un peu plus bas, donc qui permettent à des ménages de pouvoir accéder. Ce sont des communes, notamment sur Saint-Quentin, on va avoir des communes où on produit énormément, c'est Trappes, ça va être Élancourt, mais c'est aussi Montigny, c'est aussi Guyancourt. Le seul risque dans notre département, c'est que les jeunes ménages, les jeunes ménages, s'ils n'ont pas un revenu suffisamment élevé, peuvent être attirés par un report de leur achat sur les franges ouest de notre département, c'est-à-dire dans l'Eure et dans l'Eure-et-Loire. Et justement, alors 2016, est-ce qu'il va y avoir du changement ? Quelles vont être un petit peu les politiques nationales ou locales de construction ou de reconstruction dans les Yvelines ? Alors en 2016, on doit parler du prêt à taux zéro, qui est un prêt qui permet à des jeunes ménages de pouvoir mobiliser ce prêt, en plus d'un prêt souscrit auprès d'une banque, pour se porter acquéreur d'un logement. Depuis 3 années, ce prêt était essentiellement réservé à l'achat des logements neufs, ce qui faisait qu'on avait tout un marché de l'ancien qui n'était plus accessible à ces primo-accédants. Ce prêt, depuis le 1er janvier, couvre à nouveau le secteur de l'ancien. Ces plafonds de ressources pour pouvoir y accéder ont été augmentés, permettant à plus de ménages d'y être éligibles. Le montant du prêt à taux zéro a été aussi augmenté. Donc on peut penser effectivement qu'on va voir revenir sur le marché de la primo-accession un certain nombre de ménages. Donc ça, ce sont quand même des nouvelles encourageantes, justement, que l'ancien revienne. Est-ce qu'au niveau des lois, par exemple, je pense à la loi Duflot, est-ce que ça a impacté les locataires, les propriétaires en 2016 ? Alors quand vous parlez de la loi Duflot, est-ce que vous parlez de la loi Allure, qui effectivement date de mars 2014 et qui a mis en place un certain nombre de mesures, parmi lesquelles on peut citer pour les locataires la mise en place par exemple d'une garantie des loyers, qui s'appelait à l'époque la garantie universelle des loyers, mais qui a été remplacée et qui sera désormais remplacée par une aide accordée par le 1% logement. On peut aussi ajouter qu'on a un certain nombre de législations qui ne concernent pas directement les Yvelines, mais plutôt Paris, qui portent sur l'encadrement des loyers. Mais est-ce que cette mesure plus ou moins populaire sera étendue au reste du département ? Ça, on le verra effectivement avec les nouvelles présidences de région qui se sont mises notamment en place. Au niveau des logements sociaux, qui est une grosse problématique en ce moment dans notre actualité, les quotas, entre guillemets, sont respectés dans les Yvelines ou peut-être sur Saint-Quentin-en-Yvelines précisément ? Pour le logement social, là je regarde un peu mes chiffres. Le parc de logement social dans les Yvelines, de façon générale, est représenté par 115 000 logements. C'est à peu près 21% des résidences principales. La loi, effectivement, exige aujourd'hui, la loi Allure, la loi ENL, qui a été modifiée, demande qu'on ait 25% de logements locatifs sociaux. Ce chiffre, globalement, à l'échelle de Saint-Quentin, est respecté. Nous sommes à 31% de logements locatifs sociaux, même si on a effectivement quelques communes qui vont devoir aller sur ce qu'on appelle un rattrapage sur des périodes qui sont donc triennales, tous les 3 ans. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire puisqu'on est dans une dynamique de production, aussi bien à l'échelle du département que de l'agglomération, qui tend vers ça. Il y a des aides spécifiques, justement, dans notre département pour les locataires ou les propriétaires ? Non, pour les locataires et les propriétaires, non, parce que ce sont des politiques souvent qui sont nationales. Locales, elles sont aidées indirectement, pas par une aide financière en cash, mais par exemple, concernant Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez une politique de minoration des prix, donc de baisse des prix de vente, qui permet effectivement à des ménages qui n'auraient pas pu le faire de pouvoir accéder. Donc de ce sens-là, on peut dire oui qu'il y a des politiques effectivement qui sont mises en place à cette échelle-là. Alors justement, il y a beaucoup de changements au niveau des intercommunalités. On voit que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines va s'agrandir. Est-ce que cela va impacter le logement ? Il va y avoir des politiques différentes ? Est-ce que les locataires ou les propriétaires devront agir différemment par rapport au logement dans ces conditions ? Vous avez raison, effectivement, sur les 1 400 000 habitants, aujourd'hui, ils vont être regroupés sur ce qu'on appelle 13 intercommunalités.
intercommunalités, dont on a 4 qui sont en zone urbaine et 6 qui seront effectivement en zone rurale. Est-ce que ça va impacter la politique du logement? Oui, forcément, puisque la modification législative tendait à donner plus de compétences à l'intercommunalité pour être en capacité aujourd'hui de décider et de pouvoir effectivement décider des constructions en lien avec la demande qu'il y a sur le territoire. Donc on peut penser effectivement qu'on aura des dynamiques qui vont se dégager dans les territoires et qui ne peuvent que servir l'intérêt des Yvelinois. Alors vous avez justement sorti également un guide à destination des particuliers pour les aider à s'y retrouver un petit peu, car c'est vrai que pour accéder à la propriété, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Quels sont un peu les conseils qu'on peut y trouver justement dans ce guide? Alors le guide Se loger dans les Yvelines, c'est une 2e édition. On a voulu répondre finalement à la problématique de logement qu'on avait pu constater dans le portrait, en donnant la possibilité à des professionnels, mais aussi à des particuliers, d'avoir le recensement de toute l'offre de logement, territoire par territoire. Donc on peut trouver ici, par exemple, la liste des lieux où on peut enregistrer une demande de logement social, la liste des coordonnées des structures qui peuvent vous héberger, puisqu'il faut savoir que dans la problématique du logement, il n'y a pas que le logement périn, il y a aussi des personnes qui ont la nécessité d'avoir un hébergement d'urgence, le logement pour les seniors, le logement pour les qui sont adaptés au handicap, le logement pour des travailleurs migrants. Donc on a essayé de recenser territoire par territoire de manière à permettre à tout un chacun effectivement qui se retrouvera dans une problématique d'y trouver une réponse. Et une 2e partie qui, elle, concerne plus les petits conseils qu'on peut effectivement donner à un locataire lorsqu'il recherche un logement, comment bien monter un dossier de manière à ce qu'il puisse être accepté par une agence immobilière et pour trouver plus facilement un logement, notamment dans le parc privé. Alors ce guide, on le retrouve où? Il faut aller vous consulter pour Absolument pas, c'est un guide qu'on peut télécharger à partir de notre site internet, www.adil78.org, ou nous adresser un mail. Il est envoyé en version essentiellement informatique. Et on peut également venir vous voir pour avoir des conseils pratiques. Tout à fait, comme je l'indiquais, on a 19 permanences dans le département et ça nous permet de recevoir quand même 11 700 ménages tous les ans. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et le 1er janvier 2016, le plan anti-gaspillage alimentaire est entré en vigueur. La loi sur les biodéchets oblige à présent les restaurants produisant plus de 10 tonnes de déchets par an à trier leurs déchets. Le doggy bag, cette formule qui permet de proposer d'emporter à la fin de son repas, est également recommandée, même si elle n'est pas toujours obligatoire. William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Ne vous étonnez plus si au restaurant on vous propose d'apporter la fin de votre repas chez vous. Le doggy bag, cette formule bien connue des anglo-saxons, peine à s'imposer en France depuis des années, même si certains établissements l'ont toujours proposé. Je pense que dès l'ouverture du bistrot, il y a 20 ans, à chaque fois qu'un client nous a demandé « je peux emmener ça, je peux emmener ma bouteille, je peux emmener ce qui vrai, j'avais pas faim », on l'a toujours fait. Donc la loi ne change pas grand-chose pour nous. Aux États-Unis, le doggy bag est obligatoire depuis très très longtemps et c'est dans les mœurs de tous les restaurants. Donc c'est bien de commencer doucement en France. C'est conforme à la conduite que tout un chacun devrait avoir. Avec la loi sur les biodéchets, les restaurateurs effectuant plus de 150 couverts par jour sont désormais obligés de trier leurs déchets. Le doggy bag désormais recommandé aux restaurateurs n'est pour autant toujours pas obligatoire, mais aussi rarement sollicité par les clients. En réalité, l'utilisation des doggy bags, vous savez, s'inscrit dans une génétique sociétale. Or, ce n'est pas la nôtre. Et donc nous avons bien entendu des clients qui laissent des choses dans leur assiette, on leur propose parfois. Nous n'avons jamais eu un seul client qui a accepté de ramener ça à la maison. Voilà. Donc c'est pas dans notre culture, c'est aussi simple que ça. Il permet pourtant d'éviter le gaspillage et de rester dans une logique écologique. Le doggy bag, pas encore ancré dans notre culture, reste boudé par les Français. Et ce soir, dans notre chronique, nous accueillons Mélanie Poquet pour nous parler environnement. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florence. Et bonne année à vous. En cette période de bonne résolution, vous pourriez, ainsi que nos téléspectateurs, peut-être faire des éco-gestes. Vous le faites peut-être déjà chez vous, mais vous pouvez également le faire au travail. Nous sommes environ 13 millions d'employés de bureaux et d'administratifs en France. Cela représente 46% de la population active et la plupart d'entre nous travaillent avec un ordinateur, c'est vrai. C'est vrai, parce que l'ordinateur est l'appareil électrique indispensable, ou presque, et on ne pense pas souvent à l'éteindre. 4% des écrans et 15% des unités centrales sont laissés allumés en permanence, nuit et week-end compris. Clément Brandolin, de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, donne quelques conseils sur leur utilisation.
Mon conseil, c'est utiliser une multiprise avec interrupteur pour pouvoir la couper complètement la nuit. Après, bien utiliser le mode veille ou éteindre l'écran dès qu'on s'absente, ou qu'on fait des petites pauses ou qu'on n'utilise pas, par exemple quand on est au téléphone. Pour les équipements, comme l'imprimante et le photocopieur, il est plus économe de s'équiper d'un appareil multifonction. Et le geste le plus économe, c'est de relier tous les ordinateurs à une imprimante collective. Alors, ce sont des éco-gestes que l'on pourrait qualifier de logiques et presque d'instinctifs. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'une bonne gestion des emails également est un éco-geste. Bonne gestion parce qu'il faut savoir qu'envoyer 33 courriels d'1 mégaoctet à 2 destinataires par jour et par personne génère annuellement 180 kg de CO2. Ça équivaut à plus de 1000 km parcourus en voiture. Et multiplié par 10 le nombre des destinataires, ça multiplie cette fois par 4 son impact climatique. Et un dernier petit exemple, envoyer un courriel avec une pièce jointe de 1 mégaoctet consomme 7,5 kg équivalent de fer. Pour faire plus simple, c'est le poids d'une pièce de 1 euro. On écoute à nouveau Clément Brondon-Lin de l'ALEC. Il nous explique pourquoi les mails sont énergivores. En fait, ce qu'ils consomment, c'est tout ce qui va être les serveurs derrière pour l'envoi et le stockage de ces emails. Ça aussi, c'est important. Tout ce qui est emails qui vont être stockés sur notre ordinateur et sur ces serveurs vont consommer de la place, donc des matières premières, de l'espace et de l'énergie pour les refroidir. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant, on ne sait pas que les mails consomment autant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire cet impact ? Alors, autant, c'est important, c'est pas non plus le plus important. Mais si vous voulez jouer sur les emails, il faut cibler ses destinataires, limiter les envois en nombre. Le choix des pièces jointes est aussi très important. On optimise au maximum la taille des documents, on compresse les fichiers, on fait de la basse résolution si vous envoyez des images ou des PDF. Et si vos documents se trouvent déjà sur Internet, au lieu de le mettre dans l'email, vous faites un lien hypertexte. Dernier élément, on peut aussi gérer le stockage en supprimant les emails indispensables. Alors il n'y a pas que le mail, il y a aussi l'utilisation du papier. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les Français produisent chaque année 900 000 tonnes de déchets papier. C'est énorme. C'est énorme. C'est le premier consommable utilisé au bureau. Le papier, c'est 65 kilos consommés par an et par personne. Ça représente environ 25 ramètres de papier. Et malheureusement, on ne recycle que 35%. Alors, cette fois encore, les gestes sont simples. Il faut éviter de tout imprimer. On peut configurer son imprimante en mode recto-verso. Et ce qui peut marcher aussi, c'est de faire 2 pages par feuille. Autre élément, parmi ces éco-gestes, il ne faut pas oublier le chauffage, puisque ça représente quand même 50% de la consommation d'une entreprise. Le premier geste à adopter, c'est de baisser la température. On met le thermostat à 19 degrés. C'est ce qui est conseillé dans une entreprise. Et l'éclairage, on en a tous besoin. Il faut savoir que si on oublie 10 minutes 3 fois par jour d'éteindre la lumière, c'est plus courant que ce qu'on pourrait penser. À la fin de l'année, ça fait 5 jours d'éclairage en continu. Je vous ai donné quelques exemples. Florane, si vous voulez découvrir tous les éco-gestes, parce qu'il y en a beaucoup, une rubrique est accessible sur le site de l'ADEME. C'est la rubrique particulier et éco-citoyen. Florane, il ne vous reste plus qu'à vous lancer et les téléspectateurs à sensibiliser collègues, employeurs et employés. Eh bien, pourquoi pas, Mélanie, ce sera peut-être ma bonne résolution de l'année 2016. Est-ce que vous avez eu un sapin pour les fêtes, Mélanie ? Oui, et offert par mes collègues. Eh bien, dis donc, vous avez de la chance. Si vous allez le recycler, peut-être ça va vous donner des idées. Les fêtes passées, en fait, le sapin de Noël reste souvent sur les bras sans que l'on sache vraiment quoi en faire, plutôt que de le voir partir à la poubelle. Plusieurs communes sur Saint-Quentin en Yvelines ont mis en place une opération de recyclage. Les sapins seront ensuite broyés et serviront de paillage. Une initiative pratique, mais aussi écologique. Un reportage signé Camille Lambert et Meryl Loisel. Des enclos pour sapins disséminés un peu partout dans voisin le Bretonneux, c'est l'opération de recyclage organisée par la mairie. Des sapins ensuite transformés en paillage pour protéger les plantes de la commune. Donc on va le mettre sur des massifs soit d'arbustes, soit de terre de bruyère pour empêcher en fait la repousse des mauvaises herbes et puis maintenir un niveau d'hygrométrie suffisant pour les plantes. Il y a complètement une portée écologique et développement durable dans cette opération. En fait, il nous paraissait un peu dommage de voir les sapins partir à la poubelle. L'an dernier, plus de 800 sapins de Noël ont été récoltés, un succès qui a inspiré d'autres villes alentours comme Manille et Hameaux. Pour la première fois, des bennes sont installées dans 3 endroits de la ville. C'est très bien. Que ça n'y aura pas partout. Ils vont être traités à la commune, ils vont faire du compost. C'est une très bonne chose, très bonne initiative. L'idée était en l'air depuis plusieurs années et là les personnels des services techniques ont décidé de mettre en œuvre cette année. Donc on se lance, on va faire l'essai, on va voir et éventuellement les améliorations qu'il y aura apportées pour les années suivantes.
Les Manicois ont encore vendredi 8 et lundi 11 janvier pour déposer leur sapin. Les adresses des bennes sont à retrouver sur le site de la ville. À Voisins-le-Bretonneux, les 7 points de collecte restent à disposition jusqu'au 17 janvier. Et vous avez justement tout le mois de janvier pour faire vos vœux et prendre vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2016. Alors quelles sont-elles? Quels vont être vos vœux, vos résolutions? C'est la question que nous vous posons toute cette semaine. Regardez vos réponses. On arrête toutes ces bêtises et que voilà, paix dans le monde, ça paraît, voilà. Puis résolution, arrêter de grignoter, c'est pas mal. Argent, voyage, tout ce qu'on peut imaginer de bon. Et puis, pour les résolutions, c'est dépenser un peu moins d'argent. La France, on espère une année un peu plus calme, parce avec un peu plus d'emploi pour tout le monde, mais surtout du calme en fait. Pour la France, point de vue résolution, c'est que que ce chômage puisse s'inverser, la courbe de tout au moins puisse s'inverser. Je devrais essayer d'arrêter de fumer, mais bon, c'est difficile. Donc voilà, ça. Et puis faire du sport aussi. J'aimerais essayer de me remettre un peu au sport. Être heureux toute ma vie, ce qui me reste à vivre. À bientôt et bonne année à tous les Igny-Montins. Et nous verrons l'année prochaine si vous les avez tenus. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour la première édition de Kiosque de l'année, votre magazine culturel. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.